Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous permet de faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à Dose Juice qui me permet d'offrir une dose de bien-être à mes invités et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des professionnels en criminologie. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Monet. Elle est actuellement consultante en prévention de la criminalité. Alors, bonjour Audrey, ça va bien? Allô, oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Dans tes mots, s'il te plaît, qu'est-ce qu'une criminologue? Donc, je vais commencer l'entrevue par une petite clarification. Excellent. C'est quelque chose, je pense, qui est pas tant connu. Pour avoir le titre de criminologue au Québec, il faut faire partie de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec. Et moi, je fais pas partie de l'ordre. Donc, légalement, je peux pas porter le titre de criminologue, bien que j'ai fait toutes mes études là, en criminologie puis que je travaille dans ce domaine-là. Donc, officiellement, je ne suis pas criminologue, mais de façon générale, si j'avais à définir c'est quoi le métier d'un ou d'une criminologue, c'est super difficile à définir parce que ça peut prendre tellement de formes. C'est une profession qui peut nous mener à travailler avec plein de clientèles différentes. Normalement, de la clientèle qui est judiciarisée ou criminalisée. Ça peut être chez les jeunes, ça peut être chez les adultes. Donc, je veux dire, on peut penser, il y a des criminologues qui travaillent pour la DPJ, qui travaillent en libération conditionnelle dans des bureaux de probation, par exemple. Mais il y a aussi au niveau de la recherche, au niveau des politiques, qu'il y a des criminologues ou des personnes qui ont un background en criminologie qui vont occuper ces postes-là. Donc, c'est super, super varié, mais je dirais que de façon générale, c'est vraiment là, un accent sur les personnes criminalisées, la loi et ou les personnes victimes. Excellent, merci. Maintenant, je vais donner la définition selon l'Ordre professionnel des criminologues du Québec. Donc, selon l'ordre, la profession de criminologue est fondamentalement axée sur l'humain et la relation d'aide. Elle se déploie à l'intersection à la fois du monde des lois ou de la justice, de la psychologie ainsi que de la sociologie criminelle. Le criminologue s'assure de comprendre les comportements délictueux et d'effectuer des interventions appropriées auprès des personnes contrevenantes de tous les âges et de tous les milieux. Son but est de réintégrer ces personnes contrevenantes dans la société tout en protégeant les droits des individus et de la collectivité. Donc, est-ce que ça résume bien, à ton avis? Oui, je pense que c'est une définition, évidemment, qui est très axée sur la criminologie, qui va faire de l'intervention directe auprès des clientèles judiciarisées. Mais dans cette optique-là, oui, je pense que ça fait un très bon résumé. Excellent. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? C'est une bonne question. Ça fait longtemps que j'étais très jeune là, quand j'ai su que je voulais aller en criminologie. J'ai été chanceuse parce que j'ai pas fait plein de changements. Tu sais, je sais que j'ai beaucoup d'amis, puis c'est très normal aussi, qui essayent différentes choses avant de vraiment trouver leur hit. Oui. Moi, j'ai trouvé très rapidement, en partie parce que la relation d'aide, ça m'a toujours intéressée. La psychologie, la sociologie, les sciences sociales en général, j'ai toujours su là, que je m'orientais dans cette ligne-là, ouais, cette branche-là, certainement. Après, c'est cliché, là, mais j'aimais écouter des émissions en lien avec la criminalité, les différents, des livres, des podcasts, j'ai toujours aimé ça. Fait que je pense que c'est vraiment de ce côté-là que mon choix s'est vraiment orienté principalement. Puis après, ben, j'ai vécu certaines expériences qui m'ont aussi fait questionner par rapport au système, le système de justice, qui m'ont fait questionner par rapport aux mesures qui sont présentes pour les victimes aussi. Puis j'ai voulu comme aller comprendre davantage tout ce système-là, puis tout ce qui se cache derrière, finalement. Parfait. Aurais-tu des exemples d'expériences en lien avec ce que tu viens de dire? Quand j'étais au cégep, donc j'étais en sciences humaines là, au cégep, je savais que je voulais m'orienter vers un domaine des sciences sociales sans savoir encore précisément lequel. Puis, j'ai été dans une relation qui avait de la violence conjugale, finalement. Oh, OK. Et c'est cette relation-là qui m'a fait questionner davantage sur le système, sur les recours en tant que victime, sur qu'est-ce qui mène certaines personnes à avoir des comportements comme ça. Tu sais, beaucoup de questionnements. Puis, j'avais l'impression que la criminologie pourrait
m'éclairer sur certaines de ces questions-là. Puis c'est vraiment ça qui m'a amené à solidifier mon choix, finalement, pour le bac. OK. Quel a été ton parcours académique exactement? Donc, du cégep à l'université? Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai étudié pour la plupart de mes études, je les ai fait au Québec. Donc, j'ai fait mon cégep au cégep de Sainte-Foy. J'ai fait le diplôme d'études collégiales là, en sciences humaines. OK. Profil relations d'aide. Donc, c'est vraiment là, des cours de sociologie, de psychologie. Donc, c'est là que j'ai vraiment goûté pour la première fois à ces domaines-là, si on veut. Après, j'ai fait mon bac en criminologie à l'Université Laval. Donc, le bac venait juste d'ouvrir au moment où moi j'ai commencé. Je pense que j'étais la deuxième cohorte là, qui faisait le bac à l'Université Laval. OK, en quelle année à peu près? J'ai fait mon bac, j'ai commencé en 2013. Okay. Donc, 2013 à 2016. Puis, après mon bac, j'ai été à l'Université d'Ottawa pour faire ma maîtrise, toujours en criminologie. OK, excellent. Donc, selon le site québec.ca, cette discipline est offerte à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Aussi requis, l'adhésion à l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, au PCQ, afin d'exercer la profession de criminologue. Est-ce que je peux ajouter aussi, donc au Québec, effectivement, l'Université de Montréal, l'Université Laval sont les deux universités qui offrent des programmes en criminologie. En Ontario, il y a l'Université d'Ottawa, entre autres. C'est là que j'ai fait ma maîtrise, donc shameless plug à l'Université d'Ottawa, qui a un programme en français aussi, qui a des options de prêts et bourses assez intéressantes aussi pour les études supérieures. Donc, ça peut être une option intéressante aussi là au niveau de l'Université d'Ottawa. Oui, très intéressant. Puis ailleurs qu'au Québec, est-ce que tu peux être reconnu comme criminologue? Oui, donc il y a des programmes en criminologie un peu partout là au Canada. Il y en a en Colombie-Britannique, il y en a dans toutes les provinces ou presque, ou un équivalent. Là, parfois ils appellent ça legal studies ou dans le même optique. Au Québec, évidemment, il y a l'Ordre professionnel du Québec. Donc, sinon, tu n'es pas criminologue c'est ça. officiellement. Sinon, on n'a pas le titre officiel. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait fait son bac à l'Université d'Ottawa, ce serait plus compliqué de faire partie de l'Ordre au Québec par la suite. Qu'est-ce que cela implique d'être membre de l'OPCQ? Donc, il faut avoir un bac en criminologie, je veux dire, traditionnelle ou clinique. Souvent, c'est reconnu, donc pas un focus vers la recherche, mais vraiment un focus vers l'intervention. Puis, avoir son bac au Québec. Puis, ensuite, il faut payer des frais là, pour l'ordre et renouveler son membership là, d'année en année. Oui, parfait. Est-ce que cela a été difficile pour toi de trouver du travail dans ton domaine à la sortie de l'université? J'ai été chanceuse parce que dans le fond, pendant ma maîtrise, j'ai trouvé un emploi dans mon domaine. Donc, j'ai commencé à temps partiel durant mes études, puis j'ai poursuivi dans cet emploi-là par la suite. Les opportunités d'emploi sont tellement vastes en criminologie qu'il y a quand même des bonnes opportunités de se trouver un emploi quand même rapidement. Après, plusieurs de ces emplois-là sont au niveau d'organismes communautaires, d'organismes locaux. Donc, c'est sûr que, tout dépendant de ce qu'on recherche en termes puis on en parlera plus tard, je suis certaine, là, mais en termes de conditions, si on veut, ça va varier, mais il y a quand même plusieurs opportunités vu que c'est un domaine tellement large. Excellent. En tant que consultante en prévention de la criminalité, quelles sont tes principales tâches? Donc, encore là, c'est un travail qui est toujours différent. Je pense que c'est une des choses qui est vraiment stimulante du travail que je fais. Donc, en tant que consultante, moi, je travaille au sein d'un organisme à but non lucratif qui travaille au niveau national, donc partout au Canada. On travaille avec des municipalités sur des projets en prévention de la violence, en prévention de la criminalité, différents projets qui visent à augmenter la sécurité communautaire, finalement. Okay. Donc, mes tâches, évidemment, il y a les tâches administratives du quotidien, les courriels, tout ça. On travaille avec différents clients qui sont pour la plupart là, des municipalités. Donc, on fait beaucoup des consultations au niveau local. Donc, si je travaille avec une municipalité pour développer un plan de sécurité communautaire, on va aller sur place. On va aller faire des consultations avec différents groupes dans la communauté pour leur demander c'est quoi les problématiques que vous percevez en matière de sécurité, comment est-ce qu'on pourrait augmenter la sécurité ou améliorer votre sécurité. Après, il y a beaucoup d'analyses de données, beaucoup de collecte de données, de statistiques aussi pour voir, si je travaille avec une ville, je sais pas, moi, en Ontario,
ben, je vais aller regarder qu'est-ce que les statistiques nous disent. Est-ce qu'il y a un type de criminalité qui est peut-être plus inquiétant dans cette ville-là comparé à d'autres villes ou d'autres endroits au Canada? Donc, beaucoup d'analyses de données, beaucoup de consultations, beaucoup de rédaction de rapports, de recommandations, énormément de voyages pour le travail. Donc, étant donné que je travaille pour un organisme national, je suis habituellement amenée à aller dans les communautés avec lesquelles je travaille. Donc, évidemment, là, avec la COVID, beaucoup de nos tâches se sont transformées sur des plateformes virtuelles, mais avant la COVID, là, on parlait d'un voyage par mois au minimum dans différentes municipalités. Donc ça, c'est super passionnant parce que ça nous amène à connaître les villes, à rencontrer les gens, à développer des liens avec les clients. Fait que ça, c'est quand même une tâche importante. Mais sinon, de façon générale, ouais, je dirais que c'est beaucoup de recherche, de rédaction, d'analyse, de collecte de données. Excellent. Ouais. Pourrais-tu me donner des exemples d'interventions appropriées auprès des personnes contrevenantes? Oui, donc ça, encore une fois, c'est dans une perspective qui est très axée sur l'intervention. Donc, moi, à la fin de mon bac, j'ai fait un stage comme agente de probation. Puis, souvent, ce qu'on va dire, quand on est étudiant en criminologie, on a plusieurs cours là, sur justement les façons d'intervenir, les différentes approches. Puis, il y a toujours l'équilibre à trouver entre la relation d'aide, parce qu'évidemment, avant tout, œuvrer avec n'importe quel humain, ça vient avec la relation d'aide. Certainement. Mais il y a aussi, tu sais, pour une personne qui travaille, par exemple, pour des services correctionnels, pour la libération conditionnelle, pour la probation, on a aussi un mandat de contrôle. C'est-à-dire que la personne doit respecter des conditions, par exemple, ou la personne doit un couvre-feu ou différentes conditions comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'interventions où c'est toujours de trouver cet équilibre-là. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a une intervention précise que j'aurais à donner? Pas tant. Je pense que c'est vraiment de trouver, nous, en tant qu'intervenants, on se situe où. Moi, j'aurais tendance à dire que la relation d'aide, c'était vraiment ma priorité. Mm-hmm. Le mandat de contrôle, je me reconnaissais moins là-dedans. Je pense que c'est pour ça que je fais pas d'intervention, finalement. Mm-hmm. Parce que je crois pas nécessairement au système de contrôle qui régisse notre système pénal. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Je dirais que j'ai pas un exemple précis, mais c'est vraiment ces deux chapeaux-là, ces deux rôles-là qui doivent être pris en compte là, par les personnes qui œuvrent en criminologie. Excellent. Selon toi, quelles sont les qualités et les compétences pour une personne qui travaille en fait comme professionnelle en criminologie? Je pense que comme dans n'importe quel domaine qui relève des sciences sociales, ça prend une personne qui va être compréhensive, qui va être ouverte. Évidemment, souvent, on parle de sujets qui sont quand même assez délicats. On parle de victimisation, de criminalisation. Pour moi, je sais que quand j'ai fait mon stage comme agente de probation, je me suis vraiment rendu compte à quel point plusieurs des systèmes en place laissent tomber les individus. Fait que je pense qu'il faut avoir un esprit critique super développé, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. L'écoute active, c'est probablement la base, surtout pour les personnes qui font de l'intervention. La passion, tu sais, c'est tellement un domaine qui est passionnant, du moins pour moi. Là, j'ai encore, ça fait plusieurs années que j'œuvre dans ce domaine-là, puis j'en suis très passionnée. Mais c'est ça, je dirais que de façon générale, là, vraiment cette idée d'empathie, d'écoute, puis d'esprit critique. Ouais. Parfait. Comment se déroule une journée type? Donc, encore là, ça dépend évidemment de l'emploi dont on parle. Donc, différents professionnels en criminologie ont différents emplois. Pour moi, une journée type, premièrement, il n'y en a pas tant. C'est ça qui est le fun d'un côté. Exactement. Mais souvent, c'est beaucoup de réunions. Donc, on a plein de partenaires. Je fais beaucoup de projets de recherche qui sont financés par différents paliers de gouvernement. Donc, on va avoir des réunions avec nos partenaires pour rendre compte de où on est rendu, pour poser des questions, pour avoir du feedback. Beaucoup de développement d'outils, beaucoup de, comme je disais tantôt, de la rédaction de rapports, de recommandations, beaucoup de réflexion à dire, voici l'information qu'on a trouvée, qu'est-ce qu'on en fait. Fait que beaucoup de créer des liens, créer des partenariats avec différents professionnels, différentes organisations.
Fait que c'est toujours différent, mais je dirais que c'est ça. De façon générale, c'est beaucoup de temps devant un ordinateur. Puis au téléphone, je Puis pense. au téléphone, beaucoup de réunions, Zoom, Teams, tout ça, là, c'est probablement ce que je fais le plus. Puis quand je suis sur place, physiquement, dans une communauté, ben là, évidemment, c'est beaucoup de discussions, d'entrevues, des focus groups. Fait que c'est très concret aussi. Excellent. Avec qui travailles-tu au quotidien? On en avait parlé un peu plus tôt, là, mais est-ce que tu pourrais en rajouter davantage? Oui, absolument. Donc, dans le cadre de mon emploi, là, avec l'organisme où je travaille qui œuvre avec les municipalités en prévention de la violence ou en prévention de la criminalité, on travaille énormément avec des employés municipaux, donc des personnes qui travaillent, par exemple, pour le développement social, pour la sécurité communautaire, pour les loisirs, le sport, tous ces départements-là qui peuvent jouer un rôle sur la sécurité puis le bien-être communautaire. Des professionnels de plein de secteurs aussi, des professionnels du milieu scolaire, des professionnels du milieu de la santé mentale aussi, énormément d'élus. Donc, on va travailler aussi avec les maires, les conseillers municipaux des différentes municipalités. Puis, quand on parle de d'autres projets qui sont moins locaux, mais un petit peu plus larges, si on veut, on travaille énormément avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, puis le gouvernement fédéral aussi. Parfait. Vous collaborez aussi avec la police, j'imagine? Oui, quand on travaille dans des municipalités sur des plans de sécurité communautaire, normalement, il va y avoir un ou une représentante de la police, mais normalement, c'est vraiment des efforts qui sont très, très, très multisectoriels. Donc, la police va être un acteur parmi une table de tous les secteurs qui peuvent jouer un rôle. Donc, on essaie de pas nécessairement centrer les policiers dans le travail qu'on fait. OK, parfait. Donc, vous, est-ce que vous vous rendez aussi sur des scènes de crime? Il me semble que quand on pense à criminologue, on a ce genre d'image-là, que vous êtes comme des Sherlock Holmes ou vous allez sur des lieux de crime puis vous collaborez avec les policiers ou quoi que ce soit. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Oui, je reçois cette question-là vraiment souvent, tu sais, quand je dis que j'ai étudié en criminologie ou que je travaille en prévention de la violence, il y a cette idée que, ben, c'est ça, que je vais sur des scènes de crime ou je me suis déjà fait demander combien de cadavres t'as vu, tu sais. Non, j'ai à ce jour jamais été sur une scène de crime. Je connais très peu de criminologues qui, je sais même pas s'il y a des criminologues qui iraient, là, sur une scène de crime. Ça, c'est vraiment réservé aux services de police. Il y a des criminologues qui vont œuvrer dans les prisons, notamment. Donc, il va y avoir différents postes qui peuvent être occupés par des criminologues en prison ou, par exemple, avec des mesures alternatives à la prison, avec des personnes criminalisées. Pour ma part, aucun de ça. Donc, pas de prison, pas de scène de crime, rien de Parfait. ça. Donc, c'était pas ça du tout. Enlevez ça de votre esprit. Non, si vous voulez aller sur les scènes de crime, il va falloir s'orienter plus vers la police que vers la criminologie, ouais. Exactement. Ouais. Parfait. Maintenant, quels sont les types de clientèle liés à ton travail? Oui, ça aussi, c'est vraiment super large. Ça va dépendre, tu sais, encore là, vu que moi, je travaille au niveau de la prévention, on va travailler autant avec les enfants et les jeunes qu'avec les adultes, souvent on va faire des consultations spécifiques avec les groupes qui font face au plus grand nombre d'oppressions, de barrières systémiques, parce que c'est souvent ces groupes-là qui sont plus susceptibles de vivre de la violence ou de la victimisation. Donc, je vais travailler beaucoup avec des jeunes, des personnes qui ont des troubles de santé mentale, des personnes qui sont en situation d'itinérance, personnes qui ont des problématiques de consommation aussi. On travaille énormément avec des communautés autochtones, des personnes racisées, personnes immigrantes. Donc, c'est vraiment large. Quand on travaille au niveau communautaire, on essaie vraiment d'inclure un large éventail de perspectives puis de centrer les voix des personnes qui vivent le plus grand nombre d'oppressions. Donc, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment... on essaie d'avoir une approche intersectionnelle dans le travail qu'on fait. Excellent. À ton avis, quelles caractéristiques psychologiques distinguent les personnes délinquantes des personnes non délinquantes? Ça, c'est ma question préférée parce que j'ai envie de dire que l'approche de la criminologie que moi, je pratique, on ne répondrait pas, en fait, à une question comme ça. Parce que cette idée selon laquelle il y a vraiment des caractéristiques psychologiques propres qui définit une personne délinquante d'une personne non délinquante, je pense que ça fait abstraction de toutes les dynamiques systémiques qui impactent la vie des gens, qui vont mener certaines personnes à être plus souvent ciblées
par la police, par les tribunaux, des personnes qui vont vivre un plus grand nombre de conditions sociales qui vont peut-être mener vers des actes qui sont considérés comme criminels alors que c'est des actes de survie peut-être. Donc, de croire qu'il y a vraiment un profil psychologique type d'une personne délinquante ou non délinquante, selon ma compréhension de la criminalisation, de la victimisation, ce serait impossible à définir en fait. Très intéressant. Merci. Maintenant, au niveau des conditions de travail, ton horaire de travail, ça ressemble à quoi? Donc, pour ce qui est de mon emploi personnel, là, à moi, je travaille beaucoup d'heures par semaine. C'est ça. C'est des Ça ressemble à horaires. quoi à peu près? Techniquement, ce serait supposé être du 9 à 5, si on veut. Normalement, dans des périodes très achalandées où on a beaucoup de comptes à rendre, beaucoup de projets là, qui se terminent, ça peut être du 12, 13, 14 heures par jour, chose qui est pas évidente, mais je travaille pour un organisme à but non lucratif. Okay. Donc, souvent, c'est le cas. Fait que c'est ça, c'est des gros horaires pour ce qui est de mon travail. C'est sûr qu'au niveau, c'est pour des personnes qui ont étudié en criminologie, qui travaillent là, au niveau du gouvernement avec des horaires qui sont peut-être un peu plus fixes, ça peut être différent. Là. OK, parfait. Donc ça, c'était pour l'horaire. Ensuite de ça, les lieux. Oui, donc pour ma part, moi, je travaille de la maison. Okay. Même avant la COVID, ça a toujours été le cas. Pour moi, c'était un emploi, étant donné que c'est un emploi national, qu'on travaille avec toutes les municipalités. Notre équipe aussi est dispersée partout au Canada, donc j'ai des collègues en Ontario, en Saskatchewan, un peu partout. Okay. Fait qu'on travaille tous et toutes de la maison, fait que c'est beaucoup de réunions virtuelles. Puis comme je disais tantôt, je vais sur place là, quand même souvent pour travailler avec les municipalités. Mais ouais, pour la plupart du temps, je suis chez moi, dans mon bureau. D'accord, parfait. Sinon, au niveau du rythme? C'est rapide. C'est rapide. C'est très rapide. L'organisme où je travaille, c'est très petit. On est une toute petite équipe. On est à peu près 5 employés. Puis on gère un nombre de projets astronomiques pour 5 personnes. Fait que c'est un rythme assez rapide, beaucoup de réunions, beaucoup de tâches à accomplir. Fait que ça passe super vite les journées. Mais ouais, c'est ça, c'est très rapide. Parfait. Au niveau des vacances maintenant. Donc, encore là, techniquement, je veux dire, le nombre de vacances que je me fais payer, si on veut, c'est 7 à 9 semaines par année, ce qui est quand même bon. Mais étant donné que c'est pas j'ai pas un salaire annuel qui m'est donné, c'est un taux horaire, dans le fond. Fait que si je travaille pas, je suis juste pas payée, mais j'ai pas d'obligation de travailler par mon employeur. Donc, moi, je prends, par exemple, les étés de congé. Donc, je prends en moyenne 9 semaines de vacances l'été. Puis sinon, je prends un autre, peut-être 4-5 semaines durant l'année. Donc, quand je travaille beaucoup, mais je suis capable de prendre quand même beaucoup de vacances puis en profiter puis trouver un équilibre dans tout ça. Oui, c'est une bonne balance. Ouais. Excellent. Au niveau des revenus maintenant. Oui, donc encore là, ça va varier là, énormément d'un emploi à l'autre. Pour des personnes qui ont un background en criminologie puis qui ont des emplois plus communautaires, souvent les revenus sont moins intéressants. Ce qui est un problème parce qu'on sait que souvent les emplois qui sont plus communautaires sont traditionnellement occupés par des femmes et donc sont moins bien rémunérés. Pour ma part, comme je disais tantôt, c'est un taux horaire qui varie, donc dépendant du projet sur lequel on applique, le taux va varier. Donc ça peut être, n'importe quoi entre 30 $ de l'heure pour un projet jusqu'à 130 $ de l'heure pour un projet. Fait que c'est toujours différent. Ça varie. Mais ça varie énormément. Excellent. Donc, selon le site Repère maintenant, le salaire annuel minimum moyen est de 52 000 à 57 999 $ par année et le salaire annuel maximum moyen est de 83 000 à 97 999 $ par année. Ça, c'est en date de 2022. Y a-t-il un code vestimentaire ou une tenue particulière que vous devez porter? Quand j'ai travaillé ou quand j'ai fait mon stage plutôt dans un bureau de probation, c'est sûr qu'on avait un code vestimentaire un peu plus, je dirais, restreint, notamment parce que on travaillait avec de la clientèle, mais aussi parce que le bureau de probation était dans un palais de justice. Donc, des fois, on était amenés à aller à la cour, donc il y avait quand même un décorum à respecter.
il y avait aussi des règlements en lien avec, tu sais, par exemple, pas de gros bijoux, pas de vêtements super amples, parce que si, par exemple, un de nos clients se désorganisait, il pouvait avoir un risque pour la sécurité, tu sais, si quelqu'un tire ou, bon, quoi que ce soit. Parfait, c'est intéressant. Fait qu'il y avait ça de ce côté-là. Maintenant, dans l'emploi que j'occupe, où c'est vraiment, tu sais, je fais pas d'intervention avec une clientèle en particulier, il y a pas tant de codes vestimentaires. C'est sûr que quand je fais des consultations avec des membres de la communauté, j'essaie de m'habiller de façon très neutre, très informelle, tu sais, puis j'essaie d'amener ça dans toutes les consultations que je fais où, tu sais, j'essaie de pas arriver, c'est ça, tu sais, habillée super chic avec des outils de travail super officiels. Tu sais, souvent, on va faire ça autour de des dessins, tu sais, si on essaie d'avoir des conversations avec des personnes qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise d'avoir ces conversations-là. Donc, j'adapte beaucoup ma façon de m'habiller selon le groupe avec lequel je fais affaire. Quand, évidemment, je fais plus de la recherche ou des conférences, mais là, c'est plus professionnel, mais encore là, avec toujours un petit côté décontracté. Ouais. OK, parfait, on aime ça. Quels sont tes outils de travail? Un ordinateur, en grande majorité, surtout depuis la COVID, où la plupart de nos activités sont virtuelles. Je dirais que je passe beaucoup d'heures devant mon ordinateur. Sinon, comme je disais, téléphone, tu sais, c'est souvent des appels plus rapides. Puis sinon, des conversations, tu sais, mon outil de travail, c'est vraiment, c'est moi, c'est les liens qu'on développe avec les personnes auprès desquelles on travaille. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Ouais. Est-ce que vous faites des activités, vous avez des outils particuliers pour faire des activités, des jeux, Oui, ça, encore une fois, surtout, tu sais, par exemple, quand on fait des consultations, ça va être un focus group, par exemple, où on va aller dans une salle, on va s'asseoir avec un groupe, puis là, on a des questions, tu sais, souvent, j'ai un guide de questions, là, pour orienter la conversation, mais dépendant du groupe avec lequel on travaille, ça fonctionne pas toujours là, un focus group. Donc, par exemple, avec les jeunes, on a développé un outil où on fait un projet de photographie. Donc, on va dire aux jeunes, on va faire un petit atelier sur la photo, comment ils peuvent prendre des photos avec un téléphone ou un iPad, par exemple. Puis là, on va leur montrer différents trucs, puis après, on va leur dire, bon, ben allez prendre des photos de des lieux dans la communauté, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez accueillis. Puis après, ils peuvent écrire une petite description. Il y en a qui vont écrire des poèmes par rapport à leurs photos, tu sais, fait que c'est super artistique. Fait que oui, c'est ça, on fait plein d'activités adaptées le plus possible au groupe avec lesquels on travaille. Il y a un exercice que je fais des fois, si on a une liste de problématiques qui ont ressorti, puis qu'on essaie de les prioriser, puis de dire, bon, ben voici toutes les problématiques qu'on a entendues. On essaie de cibler peut-être les 3 ou les 5 principales. Je vais donner des petits collants en rond là, à tout le monde dans la salle. Je vais mettre la liste sur un tableau en avant. Puis là, tout le monde a 3 collants, puis ils viennent coller leurs collants à côté des 3 problématiques qui, selon eux, sont les plus importantes. À la fin, on compte les collants, puis ça nous permet de voir les priorités, finalement. Donc, on essaie d'avoir des outils quand même... c'est ça, concret et dynamique là, pour faire ces processus-là. Ouais. Parfait. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? J'aime ça. J'aime vraiment. C'est un sujet que je trouve passionnant. Ça a l'air passionné aussi, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup la prévention, tu sais, cette idée selon laquelle on travaille en amont au lieu de toujours, tu sais, parce qu'en criminologie, souvent, on parle de, une personne qui a commis un acte, qui a fait du tort à quelqu'un, une personne qui a été victime de cet acte-là. Mais en prévention, ce qui est passionnant, c'est qu'on travaille en amont. Donc, de dire, c'est quoi les facteurs de risque ou les causes profondes qui peuvent mener à la criminalisation ou la victimisation, puis comment est-ce qu'on peut le prévenir. Donc, c'est une approche qui est vraiment axée sur les forces des communautés, sur la résilience des communautés. Donc, je trouve que juste l'approche en tant que telle, c'est positif. Sinon, je trouve que c'est un beau défi de travailler à l'échelle nationale, puis d'aller dans les communautés, puis vraiment comprendre leurs besoins locaux, d'aller rencontrer, créer des liens avec les différents organismes, les partenaires au niveau local. Fait que ça, je trouve que c'est toujours un beau défi. Tout à fait. Puis vous voyez la réalité terrain. Oui, c'est ça. Puis de la réalité qui est des fois tellement pareille d'une ville à l'autre, puis des fois complètement différente. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment passionnant aussi. Puis moi, tout ce qui est recherche, analyse, rédaction, j'aime beaucoup ça aussi, le côté plus politique. Donc, il y a ça aussi que j'aime beaucoup. Excellent. Puis maintenant, ce que tu aimes moins?
Ouais, ça, c'est difficile parce qu'on dirait on prend pas le temps d'y penser tant que ça au point négatif. Je pense qu'une des choses que je me rends compte, c'est que, tu sais, j'ai commencé ce travail-là, puis j'étais quand même jeune. Puis je me rends compte que la perspective des gens, tu sais, quand j'entre dans une pièce en tant que jeune femme qui dirige un projet, je ressens encore le besoin de me prouver. Tu sais, je le sens que quand il y a souvent des hommes plus vieux dans une salle, ils me prennent pas nécessairement au sérieux. Donc, je vois beaucoup ces dynamiques-là dans mon travail. Tu sais, j'enseigne beaucoup de la formation. C'est une dynamique qui devient vraiment évidente. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose, je sais pas si c'est spécifique à mon travail, probablement pas, mais c'est une des choses que je trouve difficile en tant que directrice de projet, de consultante qui mène des projets, de me faire prendre au sérieux par des personnes qui ont une vision peut-être un petit peu plus traditionnelle. Fait que ça, ouais, je dirais que c'est la principale chose qui me vient en tête. Sinon, évidemment, ben, c'est beaucoup de travail. Tu sais, il faut vraiment faire un effort pour trouver l'équilibre dans tout ça, parce que quand on travaille dans un domaine qui nous passionne, dans un organisme qui a des ressources assez limitées en termes on est une petite équipe, on dépend de nos projets pour survivre, ben c'est facile de se laisser emporter puis de perdre cet équilibre-là. Fait que c'est un effort que j'essaie de faire de façon vraiment comme consciente. Parfait. Maintenant, quelles sont les contraintes et les inconvénients liés à ton travail? Qu'est-ce que tu veux dire? Des inconvénients, des éléments de vulnérabilité. Avec un criminologue, je sais pas, au début, je m'imaginais peut-être que tu travailles avec des personnes qui pourraient être potentiellement dangereuses pour ta sécurité ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des risques? C'est sûr que, encore là, dépendant du travail qu'on fait, il y a des risques plus ou moins élevés. Pour ma part, quand j'ai œuvré là, comme agent de probation pendant mon stage, j'ai jamais senti cette crainte-là qu'il y ait un risque. Tu sais, je me suis rendu compte, en fait, ça a fait le contraire. Quand j'étais aux études, puis qu'on me présentait, bon, mais la criminologie, c'est ça, puis les personnes judiciarisées, c'est ça, je me disais, il doit en avoir des risques, tu sais. Puis quand je suis arrivée dans un bureau de probation, puis j'ai été assise face à face avec des personnes qui avaient été criminalisées, qui avaient commis des actes violents, à aucun moment, tu sais, j'ai vraiment vu leur humanité avant de voir le geste qu'ils avaient posé. Ouais. Ça m'a vraiment, c'est ce stage-là, en fait, qui m'a donné envie de poursuivre vers des études supérieures dans un domaine de criminologie qui est plus critique, qui dit qu'il y a aucun humain qui est né foncièrement mauvais, ou en tout cas, il y en a très peu. Fait qu'en termes des contraintes ou des inconvénients, ben je dirais peut-être ça, que en tant que personne qui est axée vers la criminologie critique, on est un peu à contre-courant avec la criminologie qui est plus traditionnelle, qui est plus clinique. Donc, de comme faire coexister ces approches-là, parce qu'évidemment, le travail d'intervention plus traditionnel est important et existe encore, mais comment aussi faire valoir l'approche qui est plus critique, puis de dire, ben attends, faut voir les structures sociales plus larges. Fait que ouais, je dirais peut-être ça, de faire coexister les deux, puis de faire valoir un peu l'approche critique dans un domaine qui est traditionnellement dominé par une approche plus clinique. Très pertinent. Donc maintenant, quelles sont les valeurs que tu partages avec ta profession? Ben, je pense, tu l'as dit au début, quand tu as lu la définition de la criminologie, il y avait cette idée de réhabilitation, de réinsertion. Je pense que ça, c'est certainement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, tu sais, de recentrer l'humain dans tout ça, puis de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les humains aient les conditions sociales qu'ils et elles ont besoin pour exister, et puis pour être en sécurité, puis pour que leur bien-être soit reconnu. Fait que je pense que ça en fait certainement partie. Je pense que de questionner les systèmes, c'est quelque chose que je fais à travers ma profession, qui me tient beaucoup à cœur. Ouais, je pense que ça serait ça qui me vient spontanément comme ça, là. Excellent. Maintenant, est-ce que tu peux me nommer un de tes plus grands défis auxquels tu as été confrontée dans? Ouais, ça, c'est une super bonne question. Je pense que il y en a plein, c'est sûr. Déjà, un des défis dans ma profession en particulier, c'est souvent, vu que je suis une consultante, quand je vais travailler dans des communautés, je suis toujours une personne externe, une étrangère.
Et donc, bâtir un lien de confiance avec les municipalités puis les membres de ces communautés-là, c'est super difficile. C'est quelque chose qui prend du temps, ça prend de la patience. Fait que, tu sais, d'y aller dans une perspective où je reconnais ma position, puis aussi des fois de savoir, puis ça a pris du temps, quand se retirer. Tu sais, c'est pas obligé d'être toujours moi qui anime la discussion ou qui guide un focus group, tu sais, parce que des fois, les gens, ils me font pas confiance, puis c'est correct. Fait que de naviguer un peu ces eaux-là, d'être toujours l'étrangère qui arrive dans une communauté, puis de savoir que, tu sais, oui, j'ai un rôle à jouer pour guider le processus, mais aussi de savoir quand me retirer puis quand laisser la place aux réels experts qui sont les personnes qui habitent, qui vivent, qui travaillent, qui passent du temps dans ces communautés-là. Donc, de trouver un peu ma place dans tout ça, je pense que ça a été un défi. Puis ça continue de l'être parce que je pense que je vais continuer d'apprendre comment je peux bien jouer ce rôle-là dans les différentes communautés. Puis les besoins de chaque communauté sont différents aussi. Exactement. Maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire un accomplissement dont tu es fière en lien avec ton travail? Oui, je pense que ça aussi, on se questionne pas souvent, tu sais, s'arrêter puis dire c'est quoi, tu sais, nos bons coups. Je pense que, dans l'organisme où je travaille, tu sais, je sais que vu qu'on est une petite équipe, on joue chacun et chacune un rôle super important, tu sais, pour mener à bien nos projets. Fait que je pense que ça, c'est certainement un accomplissement. Certainement. Sinon, je pense que j'ai eu l'opportunité de me prononcer sur différents enjeux qui me tiennent à cœur dans différents médias, sur différentes plateformes en dehors de les carcans de mon emploi, si on veut. Fait que d'avoir un peu cette tribune-là pour partager les données probantes en lien avec ma profession, pour partager mes apprentissages en lien avec ma profession, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Puis je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance aussi. Oui, on est d'accord. Puis, comment est-ce que tu as été amenée à te faire solliciter par les médias? Oui, c'est arrivé un peu de façon, tu sais, je m'y attendais pas du tout. La première fois, c'était pendant mes études à la maîtrise. Il y avait des journalistes de l'émission JE qui ont contacté l'Université d'Ottawa parce qu'ils voulaient avoir un ou une experte pour se prononcer sur la violence par arme à feu à Ottawa. Puis un des profs avec qui je faisais de la recherche avait été sollicité, mais n'était pas disponible, donc avait donné mon nom, avait dit j'étais une étudiante qui travaillait sur ces sujets-là. Puis j'avais une bonne maîtrise un peu de ce qui pouvait être partagé là, en lien avec la violence par arme à feu. Donc j'avais fait cette première entrevue-là, puis à partir de là, j'ai été, je pense, dans une banque d'experts là, pour les médias. Donc j'ai été sollicitée là, à quelques reprises. Comme référence, tant pour des reportages télévisés qu'à la radio, que différentes émissions. Puis comment tu te sens par rapport à ça? Tu sais, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, de dire, mon Dieu, tu sais, est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Mais maintenant que j'en ai fait quelques-uns, je pense que t'es de plus en plus à l'aise. Ouais, je suis de plus en plus à l'aise. C'est sûr que c'est toujours comme plus grand que nature, mais je pense que, tu sais, j'ai tellement d'apprentissage puis de perspectives à travers les études puis le travail que je fais, que de pouvoir amener ça puis les partager à un public qu'on rejoint pas nécessairement normalement, je trouve ça vraiment une belle opportunité. En effet. Puis je trouve aussi que la criminologie, ou en tout cas tout ce qui touche la prévention de la violence, c'est super... Il y a vraiment des... Tu sais, tout le monde a une opinion sur la criminalité. Tu sais, si on va sur les réseaux sociaux puis qu'on voit un article sur une personne qui a commis un crime, tout le monde va avoir une opinion sur qu'est-ce qu'on aurait dû faire, puis la justice, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour le prévenir. Fait que je trouve que de pouvoir amener un grain de... pas de vérité nécessairement, parce que, tu sais, j'ai pas toujours la vérité absolue, mais au moins amener une opinion qui est informée, ça, je pense que c'est important, puis c'est pour ça que je le fais. Y a-tu des causes qui te tiennent à cœur plus que d'autres? Oui, j'ai beaucoup de... À travers mon travail, j'ai pris connaissance de plusieurs lacunes, j'ai envie de dire, ou en tout cas plusieurs causes qui me tiennent à cœur. Je pense que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux seront pas surpris d'apprendre que tout ce qui touche la violence envers les femmes, les féminicides, violence conjugale, violence sexuelle, je me prononce beaucoup sur ces enjeux-là, particulièrement en ce qui concerne les approches préventives, évidemment, mais aussi tout ce qui touche les alternatives au système pénal, finalement. Donc,
l'abolition de la prison, le définancement de la police, de questionner finalement les structures sociales plus larges. C'est aussi des enjeux qui me tiennent beaucoup à cœur, puis je me prononce beaucoup sur ces enjeux-là aussi. Oui, excellent. Alors, pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui seraient intéressées à aller étudier dans ton domaine? Faites-le! c'est vraiment un beau domaine. Comme j'ai dit à quelques reprises, il y a tellement d'opportunités vagues, c'est tellement différent, il y a tellement de différentes niches à l'intérieur de ce domaine-là que je trouve quand même particulière. Moi, j'encouragerais les gens à s'informer ou à s'intéresser du moins aux perspectives critiques en criminologie, qui sont quand même innovantes et différentes de la criminologie qui est plus traditionnelle. Donc, au moins, d'avoir une connaissance des deux, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Puis, c'est ça, conseil, je dirais, comme je dirais à n'importe qui s'en va faire des études universitaires, prenez soin de votre santé mentale, trouvez l'équilibre. Oui, tu sais, on se met beaucoup de pression à l'université par rapport aux notes, puis les cotères, les codes Z, puis ici, tout ça, puis c'est important, mais pas au détriment de l'équilibre et de la santé mentale. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu de la misère à trouver dans mon parcours, surtout mon parcours académique. Donc, je donnerais ce conseil-là aussi. Très bien dit, parfait. Puis j'imagine aussi qu'il faut aimer s'actualiser aussi sur les sujets de société et tout ça, là, se mettre à jour. Oui, c'est un domaine qui est toujours d'actualité, malheureusement. C'est un domaine dans lequel on est amené, à rester à l'affût de qu'est-ce qui se passe en termes dans les médias, dans l'actualité. Puis, c'est un domaine dans lequel tout le monde va toujours avoir des opinions sur les sujets sur lesquels nous, on spécialise. Fait que préparez-vous pour des soupers de Noël enflammés. C'est parfait. Donc, je te remercie beaucoup, Audrey, d'avoir accepté de participer au défilé des carrières. Ben, merci pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Donc, merci également à Dose Juice. Donc, on va prendre... On va prendre une petite gorgée, hein? Voilà. Cheers! À ta santé! T'aimes ça? Vraiment. Donc, si jamais il y a des gens qui voudraient te poser des questions par rapport à la criminologie, où on peut te retrouver? Oui, la plateforme sur laquelle la plateforme que j'utilise le plus, c'est Instagram, donc audrey.monette, tout simplement. Excellent. Puis ça me fait toujours plaisir de jaser criminologie. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Donc, à la prochaine. Merci. Au revoir.